Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, régulation du prix des loyers, les recommandations issues des concertations pour une nouvelle baisse d'ici au 1er janvier 2023. Une hausse de près de 40% a été observée. La panacée viendra-t-elle du décret d'application? Nous posons le débat dans ce 20h. Proposition de loi d'Aminata Touré, l'ex-PM continue sa fronde. Quelle analyse faire de cette proposition de loi? Décryptage à suivre. Et puis, dans le nord du Sénégal, rencontre stratégique du Delta 5. 14 organisations de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau conjuguent leurs efforts pour la restauration des mangroves dans cette zone du pays. Plusieurs activités en faveur de la sauvegarde de l'environnement sont prévues. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Régulation du prix du loyer, les recommandations issues des concertations pour une nouvelle baisse d'ici au 1er janvier 2023. Un décret d'application du dispositif national de régulation et de contrôle est attendu. D'ici là, bailleurs et locataires, vous allez le voir, ne parlent pas du tout le même langage. C'est un reportage de Habib Faye et Pape Sangoné Baye. C'est des plaintes et complaintes chez certains bailleurs depuis l'annonce de la baisse du coût du loyer par le chef de l'État. Le prix du loyer qui devient de plus en plus cher, des acteurs qui s'opposent à une éventuelle diminution. Pour combattre le mal, il faut aller à la racine. Mais ce que fait l'État actuellement, c'est du maquillage. Et il ne faut pas se voiler la face. À la limite, pour combattre un mal, il faut aller à la source. L'État ne peut pas imposer aux bailleurs de diminuer le prix du loyer sans les consulter. Ils ignorent comment ils ont fait pour construire leur maison. Dans la capitale sénégalaise, le secteur immobilier est en crise à cause de la cherté des matériaux de construction. Ces bailleurs invitent le gouvernement à une discussion avant une prise de décision. On ne peut pas baisser le prix du loyer sans que le prix des matériaux de construction soit revu à la baisse et diminuer aussi le coût des prêts bancaires. Les prêts bancaires, là, c'est trop cher. Il faut que l'État s'assoie avec les propriétaires des maisons autour d'une table. Il doit d'abord penser à diminuer le prix du fer et du ciment avant de parler du coût du loyer. Les locataires, eux, ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont entre l'enclume de l'agent immobilier et le fer du bailleur, sans compter la cherté de la vie. Il n'y a pas de punition. Si par exemple on disait que par exemple si une personne loue par exemple sa maison sans par exemple la déclarer, il y aura des sanctions qui seront prises. Tout le monde aurait déclaré ça. Par exemple, les courtiers vont demander 3 mois. Le 3e mois, il leur appartient. Alors que ça, ce n'est pas normal. La décision du président de la République aura forcément un impact positif, une aubaine pour les locataires au moment où les acteurs souhaitent être consultés par les autorités étatiques avant l'entrée en vigueur du projet. Merci Habib. Dans l'actualité également, ce cri du cœur des producteurs de glace. Ils sont frigorifiés par la tarification de la Sénélec au niveau des usines de glace. 80% des recettes consacrées au paiement de factures, entre autres difficultés évoquées face à la presse. Voilà tout cela avec Ndaï Mati Dieng et Mamadou Gueye. Ne peuvent plus supporter les factures de la Sénélec. Ces vendeurs de glace tiennent à le dire tout haut. La tarification de la Sénélec au niveau des usines de glace est vraiment salée au niveau du K1 ou bien du K2. Concernant aussi les prix fixes que nous avons et que nous payons mensuellement aussi, c'est trop élevé. Ce qui fait que mensuellement, nous, on reçoit des factures trop salées. 80% de notre recette va payer les factures de la Sénélec. Et vous voyez que parfois on a du mal à joindre les deux bouts par rapport à la gestion. Il signale que beaucoup d'usines de glace sont actuellement fermées, faute de moyens. Lors du Magal de Touba,
J'étais parti acheter du poisson au marché du poisson de Pékin. Et j'ai appelé un de mes collègues pour lui dire qu'il y avait une pénurie de glace. Pour dire quelle est l'usine de glace qui est beaucoup plus proche de nous, de là où je suis jeté. Il m'a indiqué une usine de glace. Et quand j'étais devant l'usine, on m'a fait comprendre que l'usine a fermé ses portes depuis 3 à 4 semaines. Et quand on a fait le suivi, c'est juste par rapport à des problèmes de la Sénélec et manque de paiement de la facture. À ces producteurs de glace d'ajouter qu'ils se sentent marginalisés par l'État du Sénégal qui jusqu'ici n'a manifesté aucun soutien à leur endroit. On a un regret parce que nous, on a été mis aux oubliettes et que si les Sénégalais puissent avoir un bon plat tchébudjon chez eux, c'est d'une part grâce à nous, même le président lui-même. Et au niveau des boulangers, eux aussi ils travaillent avec nous parce que nous faisons partie de leur fournisseur principal, c'est nous qui nous fournissons la glace. Les Sénégalais doivent s'attendre à une augmentation du prix de la glace car pour ces producteurs, c'est leur seule issue à défaut d'un appui de l'État. En politique, la fronde continue pour Madame Aminata Touré au sein de la mouvance présidentielle. Vous le savez, l'ex-PM a introduit une proposition de loi contre le népotisme. Un pas de plus dans sa fronde. Quelles sont les chances et les limites de cette proposition de loi? Élément de réponse, Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. La députée non inscrite Aminata Touré a déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, une proposition de loi portant limitation de l'exercice de fonctions et responsabilités dans les institutions de la République, en rapport avec l'existence des liens familiaux avec le président de la République. Une loi jugée inopportune, populiste et sans objectivité selon le président du Forum du Justiciable. Moi, je pense que c'est une proposition de loi qui est vraiment populiste. Donc c'est une loi populiste, c'est une loi qui n'a rien d'objectivité. Donc je dirais même que c'est une proposition de loi qui est vraiment subjective. Mimi Touré, elle a été en tout cas dans la mouvance présidentielle pendant plusieurs années. Donc elle n'a jamais dénoncé ces genres de pratiques-là. Avec cette loi, imaginez que je sois chef de l'État un jour dans ce pays. Tous les Mbaké n'auront pas accès à certains postes de responsabilité. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, la Constitution sénégalaise rejette ce type de loi en son article 25. C'est une proposition de loi qui viole aujourd'hui les dispositions de l'article 25 de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, l'article 25 nous dit que chaque personne, chaque individu peut prétendre à un emploi, à un travail, et sans qu'il soit lésé dans son travail selon ses origines, ses opinions ou bien ses choix politiques. Baba Karba pense qu'Aminatou Touré mène un combat politique à travers la proposition de cette loi. Elle veut régler un compte personnel. Et c'est là qu'il est vraiment dangereux, c'est-à-dire d'utiliser en tout cas certaines voies pour combattre une personne. Donc, Pour le député Cheikh Abdou Bara Dolimbake, cette loi ne passera pas à l'Assemblée nationale parce que les députés ont mieux à faire. Cette loi ne passera pas à l'Assemblée nationale parce qu'elle n'est d'aucune utilité pour les populations. Actuellement, nous avons d'autres priorités, à savoir comment aider la population à faire face à la cherté de la vie. Mais nous amener cette proposition de loi qui est purement subjective, parce que uniquement vous êtes proche du chef de l'État, cela ne passera pas. Nous ne l'accepterons pas. Avec cette proposition de loi, le fossé se creuse davantage entre Aminata Touré et la coalition Ben Bokk Yakaar. À la suite des missions techniques, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'est rendu au Lac Rose pour s'enquérir de la situation après les fortes pluies, vous le savez, qui ont occasionné d'importants dégâts dans cette partie du pays. Le ministre a rassuré les producteurs de sel ainsi que le secteur du tourisme sur les mesures structurantes qui seront prises par les différents ministères concernés pour soulager les sinistrés à Lundoy, que voici avec notre équipe à Rufisque. Donc aujourd'hui, c'était faire les constats. Des missions nous ont précédés, des missions techniques, avec des pré-rapports qui nous ont été transmis. Mais il était bon que nous-mêmes nous venions regarder et surtout échanger sur place et également avoir de brefs échanges, même s'ils sont brefs, mais avec les acteurs concernés, ceux qui exploitent le sel,
ceux qui exploitent les infrastructures touristiques, les artisans, de voir un peu l'impact de cette situation sur leur activité et leur devenir. Le maire qui nous a fait un bon résumé de la situation de sa commune et des communes environnantes. Donc nous avons demandé que ce travail se poursuive autour du gouverneur, parce que vous avez dû voir que c'est plusieurs ministères qui doivent agir en même temps, en toute collégialité, pour que de façon urgente ils puissent réunir nos différentes directions et que le diagnostic qui est fait soit partagé et qu'il y ait des pistes de solutions dans un très court terme pour certaines qui sont possibles, parce que quand même il ne faut pas promettre ce qui ne peut pas l'être, et d'autres plus structurantes qui demandent des études. Et ces études, certaines sont entamées déjà. Différents services ont parlé d'études qui sont entamées. Et voir qu'est-ce qu'on peut proposer au chef de l'État en termes d'action du gouvernement pour venir appuyer les populations de ces zones-là. Alors maintenant, dans le nord, aux 14 organisations de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau réunies autour d'un mouvement dénommé 5 Delta. Ces organisations unissent leurs efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Elles visent surtout à restaurer la mangrove dans cette zone du pays. C'est un reportage de Hussein Diop et Habib Sek. Les 5 Delta, qui regroupent 14 organisations nationales et internationales, ont tenu une rencontre où les participants ont discuté et échangé sur la restauration de la mangrove et du coup protéger notre environnement. 3 pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, participent à cette rencontre. Sur le delta de Saint-Louis, les espaces naturels et notamment les espaces de mangrove sont fortement menacés. Ils sont menacés notamment par les problématiques de l'érosion côtière, par la problématique du développement urbain, par la problématique des grands projets qui sont menés un petit peu sur ces deltas. Pour faire face à ces menaces, les pays frontaliers doivent unir leurs forces. Pour Baye Diaba de la Gambie, c'est l'unique solution pour faire face à ces menaces qui risquent de perturber dans l'avenir proche notre environnement. 5 Delta, nous sommes ci mangrove. 5 Delta veut aujourd'hui restaurer la mangrove. Nous voulons sauver notre environnement qui fait face aujourd'hui à plusieurs menaces. Le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau doivent unir leurs forces pour préserver leur environnement. Les collectivités locales doivent aujourd'hui s'engager dans la lutte contre le phénomène des changements climatiques dans certains départements comme Saint-Louis, où la mer a fini d'engloutir plusieurs habitations, villages et quartiers. C'est l'avis du président du conseil départemental de Saint-Louis, Moustapha Mbaye. Saint-Louis et particulièrement au-delà de la mangrove, menacée à multiples égards, voire même de disparition carrément. Et nous sommes très attentifs sur la question. Je salue cette initiative et pour nous c'est l'occasion d'échanger sur nos défis, mais surtout les solutions qui nous unissent. 5 Delta veut sauver notre environnement et restaurer la mangrove dans les villes et villages de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Merci Ousseinou. À Rufisque, pour éviter aux élèves de contracter des maladies avec les fortes pluies enregistrées cette année, la sous-brigade de service national de l'hygiène entame une vaste opération de désinfection. Les écoles de Bargny ont été ciblées, vous allez le voir dans ce reportage de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassante. Pour une bonne rentrée scolaire, la sous-brigade d'hygiène de Rufisque apporte sa touche. Les écoles de Bargny ont été désinfectées pour éviter aux élèves de contacter des maladies avec les fortes pluies enregistrées cette année. Et donc, je dirais parallèlement à cela, le service d'hygiène continue de dérouler son programme de désinfection, de délarvation, de désinsectisation, donc des zones ou des quartiers touchés par les inondations. Donc toujours dans la prévention contre les maladies diarrhéiques que nous menons depuis un certain bout de temps. Ce geste des soldats de l'hygiène a été apprécié à sa juste valeur par les autorités municipales. Les enfants seront en sécurité et les enseignements d'apprentissage peuvent démarrer sans difficulté. Bon, les écoles sont opérationnelles parce que ça fait à peine une semaine. On a démarré les travaux de nettoiement avec la collaboration de l'ICG, de la Croix-Rouge, du FERA. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les services d'hygiène qui ont pris le relais. Les élèves vont démarrer dans de bonnes conditions. Mais nous, en tant que mairie, on ne cesse de suivre et d'accompagner les écoles.
Ousmane Gueye. Les autres établissements du département vont recevoir aussi les éléments de la sous-brigade. Le service national de l'hygiène qui s'est également illustré à Ndiassane où, vous le savez, le Gamou se prépare activement. L'événement religieux est prévu samedi prochain. Cheikh Anta Diop se l'attire. Toutes les concessions de Ndiassane sont visitées par les agents du service de l'hygiène de Thiès. Laboratoire portable en main, des agents procèdent à l'analyse physique, chimique et bactériologique de l'eau. Donc vous savez que l'eau, c'est un liquide précieux, donc a l'habitude aussi d'héberger des germes. Donc c'est pour cette raison, vraiment pour protéger la population, que nous l'avons incorporé donc lors de la couverture des différents gammes au niveau de la région de Thiès, qui consiste particulièrement à procéder à l'analyse physique, chimique et bactériologique de l'eau. Pour l'instant, donc il n'y a pas trop de difficultés par rapport à la consommation de cette eau. Maintenant, il est plus prudent aussi tout le temps de procéder à la désinfection de l'eau à domicile. Le chef régional d'hygiène Thiès qui dirige cette opération, pour lui, le dispositif utilisé à Tivaouane a été reconduit ici à Ndiassane. Le service d'hygiène doit mettre les bouchées doubles donc pour prévenir les maladies qui sont liées à l'eau. Donc aussi bien les maladies vectorielles que les maladies diarrhéiques. Donc c'est ce même dispositif qui a été reconduit, mais quand même qui a été même étoffé. Vraiment pour couvrir pour cette journée donc le Gamou de Ndiassane. Donc dès l'instant qu'il y a beaucoup de personnes, donc il faut que les gens soient très vigilants sur le plan sanitaire. Tene Bakayoro, trouvé à l'intérieur de sa maison, félicite les agents du service de l'hygiène de Thiès. Nous recevons dans cette maison beaucoup de pèlerins. Le service d'hygiène a procédé à l'analyse de l'eau et l'eau est potable. Et je suis très contente. Tous les lieux recevant du public, la grande mosquée de Ndiassane, les mausolées, les domiciles des marabouts ont été désinfectés. Une forte délégation du groupe Futur Média, conduit par le directeur général Birandour, s'est rendue à Kaolack pour apporter son soutien à la communauté niassène. Une visite de courtoisie chez le Khalif qui marque l'engagement du groupe GFM aux côtés de la famille religieuse. C'est un reportage de Fatima Touré et des images de Khalid Jabel. Le groupe Futur Média, toujours plus proche des foyers religieux, après Touba et Tivaouane, c'est au tour de Medina Baye de recevoir la délégation conduite par le directeur général du groupe Futur Média. Une visite de courtoisie chez le Khalif qui aura permis au groupe de faire part de sa disponibilité pour accompagner la Faïda dans la célébration du Mawlud. Li ñu def ni tay fi Kaolack. Nous sommes venus à Kaolack apporter notre soutien à la Faïda Tidjaniya. Notre présence témoigne de l'engagement du groupe Futur Média à toujours œuvré pour soutenir les foyers religieux. Le Khalif général des Niassène, Cheikh Mahi Niass, nous a reçus. Il a formulé des prières pour le groupe. Nous prions pour que le bon Dieu lui prête longue vie. Nous ferons de ses conseils une viatique. J'apprécie vraiment le fait que le Khalif ait magnifié le travail du groupe. Les foyers religieux au Sénégal sont le socle de notre société. La démarche du groupe Futur Média, hautement saluée par le Khalif Cheikh Mahi Niass, non sans demander au groupe de continuer sur sa lancée. Nous apprécions votre visite ici. Sachez que votre déplacement ne sera pas vain. Vous l'avez fait pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vous l'avez aussi fait pour soutenir la Faïda Tidjaniya. Les télévisions jouent un grand rôle dans la vulgarisation de cet événement. Nous vous remercions. Le groupe Futur Média confirme son engagement à toujours œuvrer pour soutenir les foyers religieux. Concours international de récital de Coran, la Sénégalaise gagnante du premier prix est arrivée à Dakar ce mardi. Sokhna Ndaté Cissé a été accueillie avec tous les honneurs. C'est un reportage de Aminata Touré et Younous Diatta. C'est après la prière du crépuscule que Sokhna Ndaté Cissé est arrivée à la maison du Saint-Coran. La lauréate, épuisée par le long voyage, trouve tout de même des forces pour psalmodier quelques versets du Saint-Coran.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. À 14 ans, Sokhna Ndaté Cissé honore le Sénégal et remporte le premier prix du concours international de récital de Coran tenu à Dubaï. Ils étaient plus de 55 candidats pour le concours de Dubaï. Ils ont été testés et plusieurs ont été recalés. Elle a eu de la chance. Sokhna Ndaté Cissé a réussi le concours et aujourd'hui, elle est primée. Une prouesse qui s'ajoute aux multiples prix déjà remportés par Sokhna Ndaté Cissé au Sénégal. Elle a fait plusieurs compétitions. Elle était très remarquée lors du concours organisé par Sénico. Elle a évolué peu à peu jusqu'à remporter aujourd'hui des prix. À force de participer, elle est devenue la meilleure. Mohamed Moujitaba Diallo en 2017, Ndeye Diarra Ngom en 2016, El Hadj Cheikh Dia en avril 2022 et cette fois-ci Ndaté Cissé. Autant de talents qui ont brillé dans la récitation et la maîtrise du Saint-Coran. Imam Ndiaye plaide pour l'érection d'une haute école islamique pour tirer profit des exploits de ces génies. Nombreux sont les enfants qui maîtrisent le Coran. Nous demandons cependant l'érection d'un centre de formation. Après l'accueil triomphal à l'aéroport international Blaise Diagne et à Dakar, Sokhna Ndaté Cissé va retourner dans son Bombay natal pour se consacrer davantage à ses études en attendant d'autres opportunités. Merci beaucoup Aminata Mbaresso, reportage Aminata Mbaresso, vous aurez rectifié de vous-même, il s'agit plutôt d'Aminata Mbaresso et non pas Aminata Touré. Parlons de la tension à la Poste. Nous vous parlions hier du sit-in mouvementé des postiers réclamant le départ du directeur général. Eh bien, c'est fait, le directeur général a été remplacé. Bibi Baldé n'est plus donc le directeur général de la SN La Poste. Il a été remplacé par monsieur Mohamedou Diéité qui devient donc le nouveau directeur général. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la lutte contre la maltraitance des animaux. L'Union régionale des associations paysannes lance la sensibilisation dans le département de Bambey où les équidés sont souvent utilisés dans les activités professionnelles. Mais hélas, le phénomène de la maltraitance des animaux est perceptible. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongonjai. Des équidés dans l'économie des ménages n'est plus objet de débat. Si on peut faire de si grandes récoltes, c'est grâce aux équidés. Donc, on ne peut pas en manquer dans un ménage. C'est pourquoi il faudrait que nous aussi, nous leur rendions la pièce de cette monnaie. Ils ne sont pas pour autant respectés. Ils font l'objet de beaucoup de brimades et de maltraitance. La maltraitance et l'alimentation. La maltraitance et l'alimentation. Parce que aussi, tu vois, les propriétaires d'équidés maltraitent les animaux comme ils veulent. Le problème, j'ai dit l'alimentation, la maltraitance, il y a aussi le surcharge, il y a aussi le problème de parage, il y a d'énormes problèmes. Un acte hautement réprimandé par les associations de producteurs de la région de Diourbel. Le département de Bambey, je pense que ce problème est réglé à côté. Parce que nous avons dans le département de Bambey un réseau de PSV dans toutes les zones, dans toutes les communes. Dans chaque commune, il y a un PSV formé, équipé, pour vraiment qu'il prend en charge les équidés dans sa commune. Les animateurs du programme Gawari, dans une campagne de sensibilisation pour un meilleur élevage des équidés, ont sillonné les villages de la commune de Tchakar. Merci Babacar. Allez tout de suite, on file au sport avec le round-up de l'actualité sportive signé Cher Sadibou Diarra. La saison 2022-2023 du football professionnel sénégalais démarre ce samedi 15 octobre. En prélude, la Ligue organise une conférence de presse d'avant-match ce jeudi à partir de 10h. 2 membres de chaque club des rencontres phares de la première journée qui opposent le Stade de Mbour à Guédiawaye Football Club et l'AS Pikine
à Génération Foot vont animer les débats dans la salle de conférence de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Un autre événement sportif se déroule ce week-end. C'est la 3e édition de la traversée de la Petite Côte organisée par la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage. La compétition de 3 km de nage en haute mer se tient le dimanche 16 octobre prochain. Passons au karting avec le démarrage de la saison de la discipline prévue le dimanche 20 novembre à Sindia. Le championnat en 8 journées va prendre fin le 4 juin 2023. Terminons avec de l'athlétisme. 2 Africaines sont nommées pour le titre de la meilleure athlète féminine de l'année. La Nigériane Toby Amusan, 25 ans, championne du monde du 100 mètres haies, et la Kenyane Faith Kipyegon, championne du monde du 1500 mètres, sont en lutte avec 8 autres concurrentes, dont l'américaine Shelly Ann Fraser-Price, la favorite. La gagnante va être connue en décembre prochain. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info, la dernière partie avec Barthélémy Ngom, avec son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.